Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette session-là. Je vais vous parler d'un petit programme qui s'appelle OpenFaaS, qui est un framework serverless au-dessus de Kubernetes et au-dessus de Docker, et qui permet justement de développer du serverless assez facilement. Juste pour me présenter rapidement, donc moi c'est Laurent Grangeau, je suis Cloud Solution Architect aujourd'hui chez Sogeti. Vous pouvez me follow sur Twitter, sur GitHub, sur Snapchat, sur Instagram, ce que vous voulez. Avec mon nick handle qui est @laurentgrangeau, et je fais partie de Sogeti, où on a un stand qui est de ce côté-là, il me semble. Ou de ce côté-là, je ne sais plus. Donc vous pouvez venir nous voir et discuter un petit peu avec nous, et évidemment, on recrute. Qui aujourd'hui connaît le serverless? Qui sait ce que c'est? 2-3 personnes. Qui l'utilise en prod? Bon, il n'y a personne. Donc du coup, rapidement, le serverless, je vais prendre une définition de Wikipédia, c'est un modèle d'exécution de cloud computing où il y a certaines propriétés désirables qui sont la scalabilité automatique et surtout le scale to zero, qu'on verra tout à l'heure, qui nous permet de ne pas être facturé si on n'a pas de ressources qui tournent en production. Alors pourquoi on vous parle de serverless aujourd'hui? C'est une étude qui a été faite l'année dernière par rapport à l'adoption du serverless au niveau des cloud providers et au niveau des clients finaux. Et on voit que c'est au coude à coude avec les containers. Donc aujourd'hui, tout le monde entend parler des containers, de Kubernetes, de Docker, etc. Mais il faut savoir que beaucoup de gens veulent utiliser demain le serverless, et on voit des taux d'adoption qui sont quand même énormes. Et le serverless commence à avoir un taux d'adoption extrêmement rapide qu'on n'avait pas prévu. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors pourquoi le serverless? Pourquoi on l'utilise? Pour pas mal de choses. On est ici au DevOps D-Day et on parle beaucoup d'accélération et donc du coup de réduction de time to market. Donc le serverless permet d'avoir une réduction de time to market, permet d'avoir des déploiements plus faciles, puisqu'on verra en termes de fonctions, on ne déploie que de l'unité de code et non pas tout un écosystème ou toute une infrastructure. Au niveau du back-end, on peut aussi n'utiliser que du DynamoDB, par exemple, ou des DB managés automatiquement par les cloud providers. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, le serverless, l'une des propriétés désirables, c'est que la scalabilité se fait automatiquement, à contrario du PaaS, où ça nécessite encore une intervention manuelle ou de l'automatisation, mais codée manuellement, en tout cas de votre côté, pour réagir à des métriques. Au niveau des personas, donc on a des développeurs qui s'occupent sur la logique business et les ops qui ne s'occupent plus du patch management ou des upgrades de système. Tout ça, c'est fait automatiquement. Alors, on en parlait ce matin. Cloud et serverless de manière plus globale ne veut pas dire no ops, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à gérer, notamment par exemple les SLA au niveau du service garanti. C'est pas parce qu'on utilise du serverless que effectivement tout va être magiquement résilient. Et évidemment tout ça, ça en découle des réductions de coûts, puisque par exemple, si on prend la fonction, les 2 premiers millions d'appels sur AWS ou Azure sont gratuits. Donc si on a un environnement de non-production ou un environnement peu sollicité, évidemment, on va avoir des coûts de réduction qui sont vraiment des coûts qui sont vraiment réduits. Alors une application traditionnelle très très schématisée, ça ressemble à ça. C'est une architecture 3 tiers que tout le monde connaît. On a un web client d'un côté ou une API ou ce que vous voulez. Au milieu, un middleware, et enfin une database. Ça, généralement, dans les entreprises, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez le déployer comme vous voulez. Généralement, on a toute l'organisation aussi qui est bâtie autour de ce modèle-là, avec des ops côté middleware, des DBA, etc., donc des architectures réseau qui reflètent ça. Le problème, c'est quand vous ouvrez, par exemple, pour un site web, le Black Friday ou des ouvertures de billetterie, typiquement de Coldplay ou j'en sais rien, vous avez des pics de sollicitations. Et du coup, pardon, les serveurs qui ont été provisionnés pour absorber la charge, soit sont dépassés, soit vous coûtent de l'argent quand c'est sous-sollicité. Et du coup, le cloud ne permet pas de répondre à ça, ou ne permet pas de répondre à ça de manière automatique. Alors évidemment, côté IaaS, vous avez les auto-scaling groups qui font le travail, mais ce n'est pas magique, et ça va se déclencher au minimum en 3 minutes,
au maximum en 10, 15, 20, 1 heure, j'en sais rien. Donc vous avez quand même perdu des clients et donc perdu de l'argent. Un des principes, du coup, c'est d'éclater l'architecture qu'on a vue tout à l'heure, le 3 tiers monolithique, en plusieurs petits composants qui permettent évidemment de le mettre sur plusieurs serveurs et donc de scaler automatiquement. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on peut scaler toutes nos briques indépendamment les unes des autres. Par contre, on va remonter d'un niveau la résilience. La résilience sera plus garantie par l'infrastructure, mais par l'applicatif, puisque l'applicatif, quand on scale une base de données SQL, c'est déjà très compliqué, parce qu'il faut de l'actif passif ou des choses comme ça. Le NoSQL, la réplication de données est portée par l'applicatif. Et quand on fait des microservices, chaque microservice doit savoir discuter entre eux pour pouvoir dispatcher la donnée. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et du coup, une architecture serverless au global, ça ressemble à peu près à ça, où on a, au numéro 1, on a une service d'authentification. Je pense notamment au site auth0.com ou .io, qui permet d'avoir des tokens JWT ou d'autres choses pour faire appel à des API gateway qui sont derrière, elles, des fonctions, ici des fonctions d'achat et de recherche, qui ont chacun leur propre data store. Et ça, ce genre de choses-là, on peut automatiquement le scaler sur des serveurs assez facilement. Le coût de mise en place de ça au niveau développement, c'est assez un peu plus élevé que les monolithes, mais ça répond à des problèmes de scalabilité. Et évidemment, une des principales portes d'entrée de toutes ces fonctions, c'est l'API Gateway qui va permettre de redispatcher les appels via des API et donc du coup diriger soit la fonction cats pour le coup, soit la fonction dogs par rapport à l'appel. Et du coup, comme on a éclaté ces fonctions cats and dogs indépendamment, on peut faire évoluer la version cat et la version dog indépendamment les unes des autres. Alors, on a vu qu'on a éclaté le monolithe pour des questions de charge de serveurs. Donc, on va éclater le monolithe en plusieurs microservices qu'on va pouvoir dispatcher sur plusieurs serveurs et donc, du coup, répartir la charge. Et normalement, on éclate les microservices en fonctions pour réduire les coûts. Évidemment, le serverless tourne au-dessus d'un pass. Alors maintenant que je vous ai parlé de ça, le modèle de serverless, il y a 3 grands modèles aujourd'hui. Le modèle programmatique, le modèle opérationnel et le modèle de billing. Donc on a vu, en tout cas on va voir que le serverless c'est généralement drivé par des événements. Donc ce sont des événements qui répondent, ce sont des événements qui vont déclencher l'architecture globale et les appels à d'autres fonctions. On ne va rien partager en termes d'état. Puisque si on a une requête qui part sur un serveur A, puis la même requête qui part sur un serveur B, il faudrait échanger les contextes entre eux, et du coup, ça pose d'autres problématiques. Donc, on va avoir des notions de pas d'état, et l'état sera sauvegardé ailleurs. Du coup, on va avoir des modèles opérationnels où on va avoir de l'autoscaling, et c'est l'une des propriétés désirables du serverless qui met en place ça automatiquement. Donc que ce soit au niveau montée en charge ou descente en charge, effectivement, qui sera complètement automatique. Et enfin, la dernière des propriétés désirables du serverless, c'est vraiment le scale to zero, où on va réduire, voire faire disparaître complètement un environnement si celui-ci n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes. Généralement, au bout de 5 minutes, on va détruire l'environnement, ce qui fait que quand on va faire du functional as a service, les premiers appels au bout de 5 minutes sont un peu plus longs que les suivants. Ça, c'est le modèle opérationnel, enfin le modèle de serverless. Et au niveau des fonctions, si on redescend un petit peu plus dans la soute, les fonctions sont les unités de code qui ont des durées de vie très courtes, généralement pas plus de 5 minutes, puisque les business models de AWS ou d'Amazon font qu'on est facturé sur des fonctions qui durent au maximum 5 minutes. Maintenant, je crois que c'est monté à 20, il me semble. Il n'y a pas de notion de port. On ne va pas dire cette fonction tourne sur le port 80, celle-là sur le port 80, 81, etc. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'état, il n'y a pas de gestion d'état. Et enfin, on a une seule et unique tâche dédiée pour cette fonction-là. Le modèle d'invocation est le suivant. On a un espèce d'API gateway, donc le fast controller, qui va réagir à des événements, que ce soit des événements de type un nouveau blob est apparu dans le blob storage, je vais cliquer sur un bouton, il y a un call HTTP qui arrive et qui va déclencher les fonctions derrière qui vont traiter l'information et traiter l'événement. Et du coup, on peut voir ça comme un espèce de serveur à n CPU. Donc le n étant le nombre d'événements qu'on reçoit à traiter.
Ça, c'est l'invocation des fonctions. Et en termes de patterns, on va avoir plusieurs patterns que vous connaissez, je pense. On va avoir des patterns de call HTTP synchrone, mais aussi on va pouvoir réagir à des événements de type bus de messages RabbitMQ qui arrivent, des workloads JSON qui arrivent par d'autres moyens que l'HTTP. Le function ne réagit pas que à l'HTTP. On va avoir aussi des messages stream comme Kafka, des topics et des choses comme ça. Et enfin, des master workers, ça c'est plutôt pour l'orchestration. On va avoir une espèce de fonction qui vont piloter plusieurs autres fonctions, reconsolider le tout peut-être et remonter ça au master. Et du coup, on va faire la parallélisation assez facilement, mais c'est plus complexe à mettre en jeu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce Cloud Native Landscape. Ça, c'est ce qui est fourni par le CNCF aujourd'hui pour vous montrer un peu la galaxie du Cloud Native. Et ce qui nous intéresse, c'est le petit carré qu'il y a là. Alors, évidemment, vous ne voyez rien. C'est pour ça que je fais un petit zoom dessus. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de frameworks qui tournent aujourd'hui. Il y a Kubeless, il y a Fission, Serverless et compagnie. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui m'a intéressé pour mettre en place du Serverless au-dessus de Kubernetes, c'est OpenFaaS, ce petit framework que je vais vous présenter maintenant. Donc OpenFaaS, c'est un framework qui a été fait par Alex Ellis, un Docker Captain qui vit à Londres et qui s'est dit, voilà, on va créer un framework serverless au-dessus de Swarm et de Kubernetes pour pouvoir commencer à jouer avec mes fonctions. Et le but du jeu, c'est de vraiment prendre Docker et Kubernetes dans son entièreté et d'utiliser ces briques-là de base pour faire du serverless ou du functional as a service. L'architecture logique ressemble à ça. On va avoir le Docker Engine à la base. Par-dessus, on va avoir Kubernetes ou Swarm comme orchestrateur. Et on va avoir, on verra ça juste après, un espèce de watchdog qui va prendre les requêtes, les traiter, les envoyer à Kubernetes et avoir le résultat. Et de l'autre côté, on va avoir Prometheus qui va scraper des métriques. Et on va s'en servir, on verra tout à l'heure aussi, pour faire l'autoscalabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Et une API Gateway pour tout ça. Alors du coup, comment ça fonctionne ? En fait, vous prenez n'importe quelle image Docker qui est sur le store aujourd'hui, vous codez votre fonction, et dans le Dockerfile, vous rajoutez un watchdog qui aujourd'hui va récupérer des calls HTTP, rediriger vers votre entry point de votre Dockerfile, forker des process, faire les traitements, récupérer le std in et std out et le renvoyer au contrôleur. Ça, c'est pour le watchdog qui sera présent dans chacune de vos images. Ça peut être des images Rust, Go, C#, Node.js, ce que vous voulez. À partir du moment où il y a une image Docker qui fait le taf, vous pouvez faire n'importe quoi comme notion de functional as a service. Derrière, l'image conceptuelle est un peu plus compliquée, mais grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez ici la gateway qui arrive, qui prend les calls de n'importe quel pattern dont je vous ai montré tout à l'heure, qui va les rediriger vers le provider, qui va faire appel à chacun des watchdogs qui correspond à la fonction que vous appelez. Derrière, va faire appel à l'image et récupérer le tout. Et de l'autre côté, il y a Prometheus qui va scraper des métriques et va piloter la gateway pour faire de l'autoscaling. Et enfin, comme je vous ai dit, Kubernetes qui va gérer, lui, les secrets et les pods automatiquement. Et ça, on va laisser le travail d'orchestration à l'orchestrateur. Et on ne va pas y toucher. Donc conceptuellement, c'est assez simple, puisque vous avez besoin juste d'un Dockerfile, d'OpenFaaS, et vous pouvez déployer votre première fonction, et on verra à la fin avec une toute petite démo si on a le temps. Aujourd'hui, on est en train de développer aussi un opérateur Kubernetes qui va aller un cran plus loin et qui va prendre les concepts globaux de Kubernetes et vraiment déployer et scaler les fonctions par rapport aux besoins. Alors, les opérateurs de Kubernetes, ce sont ce qu'on appelle des Custom Resource Definition. C'est vous étendez votre propre API et vous créez votre propre API de type opérateur. Donc là, ils ont créé son API OpenFaaS pour piloter complètement les fonctions et réagir à des événements. Conceptuellement, c'est la même chose que je vous ai montré en Kubernetes style. Derrière, du coup, vous pouvez faire appel à des fonctions de manière synchrone. Donc, vous avez un message qui arrive au niveau de la gateway qui appelle la fonction et vous avez le retour HTTP 200 avec le std out.
mais vous pouvez aussi faire appel à des fonctions asynchrones avec un petit programme qui s'appelle NATS, qui est donc une queue de messages qui est développée aussi au niveau du CNCF, qui est déployée dans la galaxie OpenFaaS, et vous pouvez empiler comme ça tous les messages, et il y a un worker derrière qui va aller dépiler la queue et traiter les messages. Donc là, vous pouvez soit faire des retours par mail, par exemple, soit faire des retours par des callbacks URL. Pour ceux qui développent, les callbacks, ça va être de dire que quand la fonction a fini de faire son travail, il y a un callback qui va être généré avec l'URL et on va avoir le résultat dans l'URL. Donc c'est assez pratique pour avoir des notions d'asynchronisme quand la fonction dure plus que quelques millisecondes. Il y a aussi un connecteur, je vous en ai parlé aussi, il y a aussi un connecteur qui gère du Kafka, donc on n'est pas obligé de faire que de l'HTTP, mais on peut faire d'autres types de messages, comme du Kafka, même principe. Au lieu d'avoir un call HTTP, c'est un message Kafka qui arrive et qui va faire appel à telle ou telle fonction. Je vous ai parlé aussi d'une des propriétés désirables du serverless au global, c'est le scale to zero. Du coup, il y a aussi un petit programme qui s'appelle l'OpenFaaS Idler, qui lui va, s'il n'y a pas de sollicitation pendant plus de 5 minutes, détruire complètement les pods, terminer les pods, donc avoir un scale to zero pour ne pas avoir de consommation de ressources. Et quand on va solliciter automatiquement la fonction, on va avoir Prometheus qui va rescaler automatiquement le nombre de pods au nombre de réplicas et faire son travail. Et vous verrez tout à l'heure aussi, si on a un petit peu le temps, qu'on va pouvoir stress tester la fonction. Juste pour finir rapidement, des patterns, on est capable aussi de gérer de la donnée avec OpenFaaS. Je vous ai parlé que les fonctions au global sont stateless, mais on peut gérer de la donnée via des connection pools, par exemple, qui nous permettent de se brancher directement sur une base MongoDB ou SQL ou ce que vous voulez. Et à chaque process qui va être lancé, on va réutiliser les connection pools comme dans Tomcat, je connais que Tomcat aujourd'hui, comme dans Tomcat ou Java, et on va pouvoir optimiser le temps de traitement et le temps de connexion. Et enfin, on va pouvoir aussi faire appel à des jobs timés. Typiquement, si on veut faire un traitement toutes les 5 minutes, ou faire appel à la fonction toutes les 5 minutes, au lieu de coder le timer dans la fonction et de dire toutes les 5 minutes, tu me fais un traitement, parce que là, on part du concept de serverless et on retourne dans les concepts de monolith, on va faire appel à des choses natives de Kubernetes qui sont des cron jobs. Et le principe du cron job, c'est que toutes les 5 minutes, il va faire appel à une commande. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, on a la commande fast-cli qui fait l'invocation de la fonction. Et du coup, toutes les 5 minutes, ou toutes les minutes, là pour le coup, on a la fonction qui est appelée via la CLI. Tout ça pour vous dire que tous les mécanismes aujourd'hui que vous avez sur AWS Lambda ou sur Azure Function, vous pouvez les avoir en natif sur OpenFaaS, sur vos propres cluster cubes on-prem, par exemple. Un des derniers projets sur lequel beaucoup de gens travaillent, c'est OpenFaaS Cloud. OpenFaaS Cloud, c'est un produit qui est déclinable soit on-prem, soit de manière communautaire, partagée, hostée par Alex, où chaque développeur, chaque utilisateur peut aujourd'hui héberger ses propres fonctions, donc sa galaxie de fonctions, et c'est complètement multi-tenant, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle du GitOps. Alors je ne vais pas rentrer dans le principe du GitOps, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, on part du principe que tout est du code, donc tout est stocké dans Git, et à chaque fois qu'on veut faire une modification soit de code, soit d'infrastructure, on va gérer tout ça dans Git, et automatiquement, on va mettre à jour les fonctions ou les déclarations de fonctions sur Kubernetes. Conceptuellement, c'est un petit peu compliqué, mais ça a été éclaté en plein de microservices qui font, quand je pousse du code, automatiquement, j'ai mon image Docker qui est buildée, qui est uploadée sur un repo et qui est redéployée automatiquement sur le cluster OpenFaaS. Et du coup, au niveau des développeurs, on n'a qu'à faire du git push et la nouvelle fonction est déployée. Ça, c'est pour la partie build. Et pour la partie run, on a le cluster OpenFaaS qui fait son job. Donc, on va retomber dans le framework de base. Et ici, on a le persona de l'utilisateur lambda qui va lui pouvoir faire appel à
directement au cluster. Voilà, ça c'est pour vous présenter un petit peu toutes les galaxies de ce qui aujourd'hui tourne autour d'OpenFaaS. Et je vous propose une petite démo. Je ne sais pas combien de temps il me reste, pas beaucoup de temps je pense. La petite démo, c'est de faire une fonction en GraphQL. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail du GraphQL, mais c'est pour faire des API scalables qui a été GraphQL a été inventé par Facebook pour répondre à des problématiques. Derrière, stocker ça dans une base de données MongoDB, enfin ArangoDB, pardon, NoSQL, et du coup, faire des allers-retours assez rapidement. Alors, je vais vous montrer un petit peu de code pour vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'ai créé ma fonction. Je ne vais pas vous montrer comment on l'a créée, mais grosso modo, on a un espèce de YAML qui va contenir la déclaration de où est ma API Gateway. Donc là, c'est une adresse IP, ça pourrait être un ingress controller, ça peut être ce que vous voulez. Et ici, toutes les fonctions à déployer avec les différents mécanismes pour aller taper ma base ArangoDB. Donc là, j'utilise les mécanismes de base de Kubernetes et de Docker, donc les variables d'environnement. Et je lui dis juste que c'est du langage du Node.js. Mon entry point, c'est fastblog, pour le coup. Et mon image, ça s'appellera Laurent-Grangeot/fastblog. Donc elle sera uploadée automatiquement sur le Docker Hub. Mais on pourrait très bien utiliser un repo interne en mettant même principe que Docker, le nom du repo, nom de l'image, / le nom de l'image. Et les différentes variables d'environnement qui me permettent d'aller taper ma base de données Arango. Du coup, sur mon handler, si je vous montre le point d'entrée principal de ma fonction, c'est juste du code Node.js qui va faire un export du module qui en fait est ma déclaration GraphQL. Donc j'ai pas mal de choses dans les librairies. J'ai la déclaration de ma DB, donc avec les différents users, mots de passe, etc. et compagnie. Les différentes fonctions que je déclare, donc créer un auteur, créer un post, créer un commentaire, etc. Je ne vais pas revenir dessus. C'est du code. Ici, j'ai mon index qui, pareil aussi, va déclarer au global mon GraphQL et le schéma de ma base. Voilà. Grosso modo, j'ai fait un schéma de base qui ressemble peu ou prou à un blog voilà, avec des commentaires et des posts. Et du coup, j'ai juste à faire... Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais grosso modo, peut-être enlever ça, j'ai juste à faire un build, un push et un deploy, basé sur mon fameux YAML que je vous ai montré, et automatiquement, ça va uploader ça sur mon cluster. Je vais pouvoir y faire appel. Au niveau de mon cluster, si je vais vous montrer, au niveau de mon cluster, j'ai déployé donc fastblog, qui aujourd'hui voilà, est juste là, et je peux le solliciter via l'API, qui est mon API Gateway juste là, l'URL. Donc je peux l'invoquer soit par la UI, et donc du coup j'ai un mauvais message, soit par un client, donc le client c'est GraphQL, un peu compliqué, mais grosso modo je vais pouvoir appeler directement ma fonction en HTTP, avec une syntaxe particulière, et si je fais tourner la fonction, vous voyez que j'ai un résultat directement et j'ai juste eu besoin de coder du Node.js, le déployer sur OpenFaaS et OpenFaaS s'occupe du reste. Alors avec tout ça, j'ai aussi un joli dashboard où vous voyez que là j'ai fait appel à la fonction. Donc là ça s'est auto-incrémenté. Donc je suis à 1978. Si je l'appelle 2 fois, normalement, je vais passer à 1980 automatiquement. Et voilà, donc vous avez le nombre de requêtes OK, mon nombre de fonctions qui sont appelées, mon nombre de réplicas, donc là je suis à 1 réplica et du coup c'est mon nombre de pods par défaut, et la durée d'exécution, donc là je dois être à quelques millisecondes, voilà, donc c'est pour ça que ça ne se voit pas, donc je suis à quelques millisecondes pour avoir un temps de réponse. Ce que je vous propose pour finir la démonstration, si je retrouve mon terminal, c'est de stress tester. J'ai pas de terminal aussi. C'est de stress tester ma fonction. Donc ça, c'est Apache Bench, c'est un outil de stress test. Donc là, je fais 20 appels concurrents 10 000 fois.
Et c'est juste pour vous montrer que automatiquement, vous voyez que mon nombre de calls s'incrémente tout seul. Et surtout, vous allez regarder à droite le réplica scaling. Vous allez voir qu'automatiquement, ce que je vous ai dit, une des propriétés désirables de la fonction, c'est qu'à bout d'un moment, Prometheus va voir que le temps de réponse va augmenter, le nombre d'appels va augmenter, et du coup, arbitrairement, il va dire, je vais passer de 1 pod à 4 pods. Ça prend un petit peu de temps, et des fois, ça ne marche pas. J'espère que ça va marcher. Et vous allez voir qu'automatiquement, sans rien faire, j'ai mon nombre de pods qui vont scaler, et du coup, mon taux de réponse qui va diminuer. Donc voilà, là, je suis passé à 4 réplicas. J'ai mon nombre d'appels de fonction là, qui est passé de 14 à 23. Donc, vous voyez que je peux d'autant plus empiler le nombre de calls. Et ici, j'ai eu un pic de temps de réponse qui est monté à 1 seconde 5 et qui redescend à 0,6 parce que j'ai mon nombre de réplicas qui a augmenté, donc qui permettent d'encaisser beaucoup plus de calls par seconde. Et si j'arrête mon stress test, voilà, vous allez voir qu'automatiquement, le nombre de réplicas va retomber à 1 et j'aurais bien eu une propriété désirable de mon serverless, de ma fonction, qui est l'autoscaling. Et je n'ai pas eu besoin d'aller sur une UI, de dire, voilà, j'ai besoin de 5 réplicas, de 15 réplicas. Tout ça, ça se fait automatiquement et c'est une des promesses du serverless. On va attendre juste un petit peu, parce que je suis monté à 8. Voilà, ça a descendu à 1. Donc vous voyez que grosso modo, OpenFast, au niveau de mes fonctions, j'ai juste à coder, vous ne voyez pas de code, mais j'ai juste à coder le langage que je préfère. Ça peut être du Rust aussi, du Go, ce que vous voulez. Déployer ça sur OpenFast et OpenFast s'occupe complètement du reste. Donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas, sur cette petite démonstration rapide d'OpenFast. Qui veut l'utiliser en levée de main dans la salle maintenant, que je l'ai montré? Peut-être pas assez sollicité les gens, mais il y a pas mal de gens qui veulent l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Merci beaucoup en tout cas, et puis bonne fin de conférence. Et n'hésitez pas à venir nous voir au stand Capgemini, il n'y a aucun problème.